Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. On attend 1 minute avant de démarrer pour ne pas être taxé de démarrer trop tôt. Mais bienvenue, il est 8h59. Je vois que votre nombre s'affiche. On attend quelques instants et on va démarrer. Je vous sens tous impatients. Voilà. Très bien, il est 9h. Bienvenue à tous à ce webinaire organisé par le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. Comme vous le savez, nous organisons régulièrement des webinaires pour nos membres et de l'Ordre et leurs collaborateurs sur différentes thématiques en fonction des différents comités, commissions qui existent au Conseil régional. Je précise que ces commissions sont formées des experts comptables volontaires qui ont, dans un domaine donné, une expérience et qui veulent la partager ou essayer de formaliser les choses pour en faire profiter la profession. C'est ce qu'on appelle la confraternité, le partage. Donc aujourd'hui, le comité qui traite de la transformation d'entreprise a le plaisir de vous inviter à cette séquence qui traite d'un sujet important en période où beaucoup cherchent des pistes de développement. C'est comment développer son chiffre d'affaires par des missions liées à la transformation d'entreprise. Un sujet extrêmement important à mes yeux et qui va l'être encore plus lorsque le déconfinement va s'arrêter, puisque les entreprises ont eu quelques secousses et certains s'interrogent sur la suite à donner à leur activité professionnelle. Je me présente, je ne l'ai pas fait, je m'appelle Jean-Luc Semama, j'anime ce comité et ce matin, j'ai l'honneur et le plaisir, j'allais dire le bonheur et l'honneur, mais bon, ça faisait un peu trop d'heures, parce qu'on est limité en temps, d'avoir avec nous deux invités, membres de notre comité, que sont Jacob Lévy et Alexandre Tellier. Vous les voyez à l'écran, pour vous les distinguer, Alexandre Tellier a des lunettes pour mieux vous voir, et Jacob Lévy qui fait le coquet, il n'en met pas, mais des fois il en monte. Voilà. Ok, donc ce sujet est important. Pourquoi ? Parce que non seulement la conjoncture va nous y conduire pour développer cette émission éventuellement, mais aussi parce que les experts comptables ont dans leur cabinet un potentiel de missions à développer qu'ils ne font pas forcément. Donc ce matin, Jacob et Alexandre vont lancer quelques pistes pour vous informer de l'organisation potentielle, mais je précise qu'en 1 heure, vous ne pourrez pas tout savoir, il y a encore d'autres choses bien sûr à développer. C'est la raison pour laquelle, si le sujet vous intéresse, je vous invite vraiment fortement à vous former. Nous avons des formations adaptées à la SOREF qui peuvent vous y aider. Vaut mieux savoir et on est plus sécurisé pour démarrer ce type de mission. L'autre point que je veux vous dire, c'est que vous avez sur votre écran normalement une case qui s'appelle chatter. Donc vous pouvez poser des questions en ligne. On essaiera d'y répondre pendant cette séquence. Peut-être pas parce que le programme est dense et d'ailleurs je vais arrêter bientôt de parler pour laisser la place aux intervenants. Donc, mais posez vos questions. Si on ne peut pas y répondre pendant l'heure de ce webinaire, il sera répondu par une autre communication puisque nous avons vos coordonnées. Je vous remercie vraiment de votre présence. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, de prendre soin de vous parce que la période n'est pas simple au plan sanitaire, au-delà du plan économique. D'abord, c'est la santé et la vie qui doivent primer, donc prenez soin de vous et des vôtres. Et puis, comme on est au mois de décembre, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année et espérer que l'année prochaine soit une année bien meilleure que 2020. Je laisse la parole à nos intervenants, que je remercie vraiment d'avoir travaillé ce sujet et de bien vouloir faire part et transmettre leur savoir et leur connaissance sur un sujet dans lequel ils ont une expérience pratico-pratique, au-delà du texte. Et donc, je cède la parole tout de suite à Alexandre en premier, puis Jacob lui prendra la suite. Merci, à très vite. Merci Jean-Luc. Bonjour à tous, je me présente, donc mon nom est Alexandre Tellier, je suis expert comptable. Donc je suis très heureux de participer, de co-animer ce webinaire ce matin, donc avec Jacob Lévy qui se présentera tout à l'heure quand viendra effectivement
son moment de présentation. Donc, on va passer un moment ce matin sur effectivement les différentes pistes à explorer, hein, comment développer son chiffre d'affaires en transmission d'entreprise. Alors effectivement, comme l'a dit Jean-Luc, hein, il ne s'agit pas de rentrer dans le détail du détail, mais plus de commencer à aborder avec vous certains sujets, certaines pistes, et puis en fonction des thématiques, en fonction des appétences de chacun, de voir ce que vous pourrez être amené ou pas à explorer et à développer au sein de vos cabinets. Alors, dans un premier temps, effectivement, qui dit mission de transmission, les missions de transmission, c'est des missions de conseil. Donc des missions de conseil ponctuelles. Et il faut, pour traiter, pour détecter ces missions, être organisé et être organisé en mode conseil. Hein. C'est un mode d'organisation qui est un petit peu différent de ce qu'on a dans beaucoup de nos cabinets d'expertise comptable, qui sont orientés généralement vers les missions beaucoup plus traditionnelles. Donc là, Jacob animera ces deux premiers sujets, s'organiser en mode conseil, détecter les missions de session de transmission. Et avant de passer, alors nous, de façon un petit peu arbitraire, bien sûr, on a scindé ensuite le champ d'intervention de l'expert comptable en deux grandes parties. Un champ d'intervention qu'on a qualifié de classique, de traditionnel, c'est-à-dire les missions fiscales et patrimoniales. Et ensuite, moi, je vous retrouverai dans la troisième partie pour voir avec vous ce qu'on a appelé les pistes à explorer, c'est-à-dire des missions qui, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, sortent un petit peu du cadre habituel dans lequel on est amené à accompagner nos clients en termes de transmission d'entreprise. Voilà, donc Jacob, je te laisse enchaîner. Merci, bonjour à tous. Donc Jacob Lévy, expert comptable, commissaire aux comptes. J'interviens effectivement pas mal dans les missions d'évaluation, d'accompagnement de repreneurs ou de cédants. Et là, donc, nous nous sommes focalisés sur la partie accompagnement en session. Nous ne pouvons pas tout traiter, donc c'est plus sous l'angle de la session. Alors, donc, la première partie, donc, s'organiser en mode conseil, quelque part, je dirais que c'est d'une manière générale, c'est comme tout projet nouveau, et c'est vrai que si on ne dégage pas du temps et qu'on ne s'organise pas, il est très difficile avec nos activités, notamment d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, de gérer ce type de mission. Donc, ça passe comme tout projet, de définir des objectifs, de traduire ces moyens à mettre en œuvre, et les moyens humains me semblent les plus importants, c'est de dégager du temps, de trouver des partenaires qui vont participer avec nous à certaines missions, voilà, d'avoir un réseau quelque part pour intervenir sur ce type de mission. Ensuite, donc il y a toute une démarche. Donc bon, je ne citerai pas en détail. Vous voyez sur le slide, voilà, il y a un aspect formation, comme l'a signalé Jean-Luc Semama juste avant, qui est évidemment préalable et très important, que ce soit à l'ASFOREF, alors des experts comptables, sur notamment les missions d'évaluation. Il y a aussi la CCEF. Qui forment à l'évaluation d'entreprise. Bon, c'est pas ce qui manque, même les universités se sont mises avec un partenariat avec l'université de Paris-Dauphine. Donc voilà, ce sont des missions très intéressantes quand on rentre dedans. Ça ouvre beaucoup d'horizons, et voilà. Donc j'encourage à tous ceux qui ont envie de faire autre chose, d'essayer de se former là-dessus. C'est pas très compliqué. Voilà, le tout, c'est de trouver des bons partenaires pour comment dire, mener à bien ce type de mission. Alors ensuite, donc la partie suivante, donc le slide 5. On va parler donc de comment détecter les missions de cession et de transmission.
Alors, donc, c'est une démarche, je dirais, plus commerciale. Il va falloir constituer des fichiers, c'est faire des tris dans sa clientèle, puisque donc le sujet, c'était déjà de travailler sur sa propre clientèle avant d'aller chercher des prospects. C'est plus compliqué d'aller chercher des prospects, et souvent, on néglige, on ne pense pas, enfin, il y a dans sa clientèle beaucoup de clients. Si on creuse et qu'on fait justement les bons tris et qu'on constitue les fichiers, constitue la cible pour savoir finalement qui peut être intéressé, on va se rendre compte qu'il y a déjà de quoi réaliser un certain nombre de missions. Et donc, les critères, l'âge, la disponibilité, si le dirigeant a un problème de santé. Donc là, on parle de la partie cession ou transmission. Donc, on va l'encourager dans ces cas-là à se questionner, à se poser la question, parce que évidemment, il faut anticiper, surtout, j'en parlerai juste après sur la partie fiscale. Si on n'anticipe pas, eh bien on va pas pouvoir profiter de tous les avantages. Les questions donc à traiter. Alors à quel moment ça peut être traité? Souvent, le meilleur moment, c'est évidemment la présentation du bilan ou la présentation d'une situation, ou lors de au titre d'une mission de conseil en gestion, de définir voilà, un certain genre de préparer des questions qui vont amener le dirigeant à se poser les bonnes questions sur l'aspect juridique, financier, ressources humaines, commerciales, etc., de façon à à se dire finalement j'ai peut-être pas pensé, j'avais pas pensé que ça viendrait aussi vite, mais pourquoi pas, effectivement, il faut commencer à se préparer, à trouver. On ne trouve pas facilement le repreneur, donc il y a un travail à faire, et il faut habiller la mariée aussi avant d'aller chercher un repreneur. Il faut communiquer le savoir-faire, donc il y a un effort marketing à faire, il faut des emailing, des newsletters, où on peut écrire un certain nombre de choses, des articles, communiquer sur le savoir-faire. Bien, voilà. Alors ensuite, je passe à la partie fiscale. Donc, le slide champ d'intervention fiscal et patrimonial. Où là, donc, c'est quelques notions, évidemment, il y a beaucoup à dire sur le sujet, mais donc là, dans les slides qui vous sera transmis après, il y a quelques repères intéressants, notamment donc l'avantage des exonérations de plus-value professionnelle de cession. Ensuite, le pacte Dutreil, qui est en fait enfin, pour moi, celui qui ne signe pas un pacte Dutreil pour une transmission, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est amené à faire une transmission, je dirais, il y a tellement d'avantages fiscaux que ce serait une erreur grave, entre guillemets. Et forcément, nous, en tant que conseil, de ne pas conseiller le client de le préparer, ce serait une erreur. Ensuite, transmettre son entreprise familiale, donc quelques conseils en cas de décès, en cas de transmission de son vivant. Bien, ensuite, alors donc, slide suivant, l'exonération des plus-values professionnelles, donc donc les principales, c'est l'exonération de départ à la retraite. Donc là, vous verrez en détail l'article 151 septies A du CGI qui détaille. L'exonération va s'appliquer à la totalité des plus-values court terme, long terme, et ne va porter que sur l'impôt sur revenu, pas sur les prélèvements sociaux, mais je dirais que c'est quand même de grosses exonérations dont on parle. Ensuite, des exonérations spécifiques au TPE en fonction du chiffre d'affaires. Donc, c'est une exonération totale jusqu'à 250 000 € en cas de vente et 90 000 € en cas de prestation de service. Et l'exonération partielle, si jusqu'à 350 et 126 000 en cas de prestation de service. Ensuite, en fonction du prix de cession,
Donc, c'était à l'époque la loi Sarkozy. L'article 238, qu'un DCS, une transmission d'entreprise, une branche complète d'activité jusqu'à 350. Donc là, il y a une exonération totale. On a encore les prélèvements sociaux à payer. Et dans certains cas, on n'a pas à les payer, mais donc il faut rentrer un peu plus dans le texte. Et des exonérations partielles entre 350 et 500 000. Voilà. Ensuite, le pacte Dutreil. Donc ça, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, un conseil, être vraiment vigilant pour le faire suffisamment tôt. Parce qu'il y a une question d'âge aussi, il y a plus d'avantages si on le fait avant 70 ans. Alors le principe est assez simple, donc il y a comme 75% d'exonération de droits, de mutation, sans limitation de montant, en cas de décès ou de donation de parts, ou actions ou parts ou actions évidemment, quel que soit le régime fiscal, IR ou IS, donc c'est vraiment assez large. Et l'activité aussi, quasiment tout type d'activité. Le taux d'imposition, donc celui qui ne le fait pas, il peut, s'il est dans des tranches de revenus élevés, avoir à payer jusqu'à 44%. Donc si cette succession n'est pas préparée, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le fils de celui qui n'a pas transmis, s'il prend la suite, il aurait le droit de mettre en cause le cabinet si l'expert comptable était, on va dire, était présent depuis longtemps et accompagnait le père. Le père lui-même aussi évidemment. Et alors que donc avec les aménagements de la loi de finances, on peut descendre entre 3 et 5% si on le fait avant 70 ans. Alors, si on le fait après 70 ans, on n'a pas tout perdu, heureusement. C'est-à-dire qu'on a d'abord 75% d'abattement sur l'assiette. Ensuite, si on le fait avant 70 ans, on a encore sur l'impôt à payer un abattement de 50%. Donc, c'est ce qui fait que ça descend aussi bas. Si on a plus de 70 ans, on n'aura pas l'abattement de 50%. Donc, au lieu de 3 à 5%, ça va passer autour de 10%. Le pacte est soumis à des conditions d'application, évidemment, pour le donateur et le défunt. Donc, en fait, c'est un pacte, c'est un contrat finalement qui part pour 6 ans au total. 2 ans avant de la transmission, donc le dirigeant doit détenir dirigeant ou défunt, parce qu'on va voir justement, en 2 mots, même si ça n'a pas été, comment dire, c'est possible encore de le faire si il y a eu décès du père. Mais il faut rentrer dans les détails pour voir. Bon, en tout cas, l'engagement collectif doit porter sur 34% des titres et il est réputé acquis lorsqu'on a détenu 2 ans le quota des titres, et ensuite les bénéficiaires doivent prendre l'engagement de conserver ces titres pendant 4 ans. C'est pour ça que je disais au total, c'est un contrat qui va durer 6 ans. Voilà, bon, donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce pacte Dutreil. Tant qu'il existe, il faut en profiter. Voilà, donc ensuite, donc on va voir la partie de transmission en cas de décès. Alors, elle peut être organisée par le preneur ou par le biais d'un testament, donc sauf réserve héréditaire. Il est conseillé, donc tout ça, ce sont des conseils évidemment qu'on est censé pouvoir donner au chef d'entreprise. Donc, il est possible de prévoir un mandataire à effet posthume qui se chargera de l'exploitation de l'entreprise pour les héritiers, s'il n'y en a aucun qui est capable de gérer l'entreprise. Alors parfois, on n'est pas dans forcément une société familiale à 100%. Il peut y avoir un associé. Et chacun des deux associés, il est fortement conseillé de souscrire à une assurance décès sur sa tête en faveur de l'autre associé. Donc, c'est une sorte d'assurance croisée au cas où l'un des deux décède. Si la famille, donc il n'y a aucun enfant ni
ni le conjoint ni la femme qui veut reprendre l'affaire, eh bien, l'autre associé va racheter les parts du défunt à la famille et ça règle les problèmes. Le chef d'entreprise, donc pour protéger son entreprise, donc en cas de décès ou d'incapacité de travail, il y a ce qu'on appelle l'assurance homme clé. Donc c'est assez connu et c'est aussi conseillé. D'ailleurs, il y a des compagnies d'assurance qui proposent les deux, donc une sorte de combiné des deux, l'assurance de croisée des associés plus assurance homme clé. Voilà. La dernière slide, donc l'organisation d'une transmission de sang vivant. La donation partage qui permet de transmettre tout ou partie de son patrimoine avec transfert immédiat. Bon, l'avantage de donation partage, c'est que l'on fixe à l'avance toutes les valeurs transmises, ce qui évite les conflits. Les droits de donation sont identiques aux droits simples, donc c'est clair que c'est beaucoup moins intéressant qu'un vrai pacte d'associés, un pacte du trail. Sauf que le pacte du trade, donc généralement, il faut forcément avoir une entreprise à transmettre. Il est possible aussi, s'il n'y a pas d'enfant, s'il n'y a pas de personne qui peut reprendre, il est possible aussi de transmettre à un salarié. Et ça, c'est, je pense que pour nos TPE, souvent, les dirigeants n'ont pas forcément cette information. Et donc, il y a des avantages fiscaux, et donc c'est très intéressant si le salarié bénéficiaire est en plus, si en plus le salarié bénéficiaire est un membre de la famille, donc c'est parfait puisque on arrive à combiner tout, je dirais, les avantages. Voilà en gros pour toute cette partie-là. Donc je vais passer la parole à mon partenaire Alexandre Tellier qui va vous parler des pistes à explorer de façon la partie plus opérationnelle de la mission. Et puis, j'interviendrai ensuite en conclusion de toute cette présentation. Et comme l'a fait remarquer Monsieur Semama, nous pourrons répondre à vos questions soit à la fin, soit plus tard si le temps nous manque. Voilà, merci de votre écoute. Ok, donc pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, à nouveau, bonjour à tous. Donc là, l'idée dans ce qu'on va être amené à voir maintenant, c'est de creuser certaines pistes où on attend, ou en tout cas, je vois bien souvent que l'expert comptable est un peu moins présent. Alors évidemment, je fais une généralité, c'est pas vrai pour tous les cas, mais la partie que Jacob vient de traiter, c'est une partie sur laquelle on est, j'allais dire, naturellement attendu, parce que c'est un peu dans notre ADN, que d'accompagner le client dans son optimisation fiscale et patrimoniale. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que dans ce que j'appelle la partie opérationnelle, et je détaillerai la partie opérationnelle, mais on peut commencer à en avoir une idée à partir de ce qui apparaît à l'écran. Dans la partie opérationnelle, et en tout cas l'intégralité de la partie opérationnelle, moi ce que je vois quand je suis en tout cas côté acheteur et que donc j'accompagne mes clients à la négociation et que j'ai un cédant en face de moi avec son conseil, c'est que les experts comptables ne sont pas toujours, en tout cas dans les dossiers que je vois, ne sont pas toujours très présents dans cette partie opérationnelle. Alors, juste avant de commenter et en introduction, donc moi j'interviens très régulièrement dans des opérations de transmission d'entreprise, mais pour la partie opérationnelle qu'on va être amené à voir et beaucoup moins pour la partie fiscale et patrimoniale que Jacob vient de traiter. Et effectivement, juste pour rebondir sur ce que disait Jacob en termes d'organisation, nous au cabinet, on est vraiment organisé en mode conseil. Ce qui veut dire que moi, je suis en partie dédié aux missions de conseil au sein du cabinet et j'ai une partie de mon équipe, on n'est pas nombreux, on est une dizaine, et j'ai une partie de mon équipe
qui, par exemple, quand on commence l'année, je sais que leur plan de charge, il est très loin d'être à 100%. Parce que les missions récurrentes, chez nous, n'occupent pas la plus grande partie de notre activité. Donc, quand on commence l'année, on sait que on est organisé de telle façon que les collaborateurs ne sont pas pris à 100% tout au long de l'année sur les missions qu'on appellerait traditionnelles de l'expert comptable. Et effectivement, on passe pas mal de temps à se former et à s'informer. Donc, dans les pistes à explorer, bon, vous les avez à l'écran. Alors, comme l'ont dit Jean-Luc Semama et Jacob Lévy, bon, là, on a une présentation. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail du détail de tout ce que vous avez sous les yeux, bien sûr. Hein. C'est plus de l'évoquer d'une façon générale. Les slides qu'on a peuvent être un petit peu détaillés, mais après, l'idée, c'est plus de voir les grandes pistes sans évidemment pouvoir rentrer dans les détails. Par contre, ce que je vous demanderais, n'hésitez pas, au long de la présentation, à poser vos questions par chat. Ça permettra de rendre cette présentation, en tout cas je l'espère, un peu plus vivante. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a peut-être des questions où on pourra vous répondre en direct, d'autres peut-être pas, mais n'hésitez pas à les poser et à voir si effectivement ça peut amener une réponse en direct. Ça pourrait rendre les choses un petit peu plus vivantes, étant donné qu'on est en visio. Alors moi, ce que je vois, évidemment, ce que je dis peut être un petit peu schématique, mais ce que je vois bien souvent quand je suis côté acheteur, c'est que en face de moi, dans les conseils qui accompagnent les cédants, là où je vois que l'expert comptable est relativement est assez présent, c'est effectivement dans toute la partie de la gestion, l'optimisation fiscale et patrimoniale. Donc là, l'expert comptable, il est présent. Il peut être bien souvent présent pendant la session pour apporter des précisions techniques, pour apporter de la documentation, pour donner son dossier de travail quand il y a les auditeurs de l'acheteur qui vont faire leur audit. Par contre, moi, ce que j'appelle la phase opérationnelle de la transmission, c'est-à-dire évaluer l'entreprise dans un contexte de cession. On y reviendra tout à l'heure, mais évaluer l'entreprise dans un contexte de cession, c'est pas faire fonctionner un logiciel qui est assez connu dans la profession et de dire au client, bon voilà, il y a 10 méthodes différentes et puis on fait une moyenne et puis voilà, votre entreprise, elle vaut ça. C'est pas ça quand on évalue dans un contexte de cession. Donc, les phases de évaluer dans un contexte de cession, définir un profil d'acquéreur, rechercher un acquéreur et négocier pour vraiment optimiser les conditions de cession de l'entreprise, c'est-à-dire pas uniquement le prix de vente, mais globalement pour optimiser la proposition globale qui va être faite par l'acheteur au cédant. Là, généralement, évidemment, je schématise, je fais beaucoup de généralités, mais en tout cas, moi, dans les dossiers que je vois, et j'accompagne de nombreux acheteurs tout au long de l'année, je vois rarement l'expert comptable en face de moi et dans ce que j'appelle cette phase opérationnelle. Et souvent, qui je vois dans ces moments-là, ça va plutôt être des intermédiaires. Ou des petites banques d'affaires. Alors attention, hein, quand on dit banque d'affaires, on n'est pas en train de parler de, j'allais dire Lehman Brothers, on voit plutôt Goldman Sachs, j'en sais rien, mais c'est souvent des petites boutiques, ils sont 2 ou 3 personnes et ils ont des dossiers d'intermédiation. Hein, bon. Donc, et les intermédiaires, ils font tout ce qu'on vient de dire hein, sur la partie opérationnelle. Et évidemment, là, je le vois bien, quand il y a un intermédiaire en face de moi, c'est-à-dire qui accompagne le cédant, on ne va pas trop compter sur lui pour mettre en avant le rôle de l'expert comptable et bien souvent, il va le reléguer à un rôle technique. Effectivement, comme l'a dit Jean-Luc en intro, les experts comptables ont ce savoir-faire, on va le voir ensemble, hein, ont ce savoir-faire pour accompagner leurs clients dans la partie opérationnelle, mais il y en a beaucoup qui ne se lancent pas vraiment dedans. Et là encore, je le répète, alors je sais que parfois j'ai tendance à être un petit peu catégorique, mais donner des documents à un acheteur et être présent lors de l'audit et répondre à quelques questions techniques sur la trésorerie ou le compte client, c'est pas ça accompagner son client. Accompagner son client, c'est vraiment être là pendant toute la phase opérationnelle de la session
Et donc, bien souvent, c'est les intermédiaires qui sont là. Et moi, ce que je vois, c'est que finalement, l'expert comptable qui est souvent présenté comme le premier partenaire des chefs d'entreprise, il est absent dans un moment très fort de la vie de son client. Parce que pour ceux d'entre vous qui sont là et qui peuvent être là tout au long des différentes phases de négociation pour accompagner leurs clients cédants, que ça soit avant la LOI, pendant la LOI ou dans toutes les phases qui vont de la LOI au signing, au protocole et au closing, là, vous le voyez bien, c'est des moments très forts parce que ils se séparent d'une partie de ce qui fait leur vie professionnelle au quotidien. Donc l'expert comptable, bien souvent, il est absent d'un moment un peu fort de la vie de son client. Et puis, pour être plus terre à terre, il est aussi absent d'une mission à très forte valeur ajoutée. Parce que, alors effectivement, il y a l'accompagnement fiscal et patrimonial qu'on a évoqué, qui là est une mission à valeur ajoutée. Et l'accompagnement dans la phase opérationnelle, c'est aussi une mission à très forte valeur ajoutée. Où effectivement, tout à l'heure, Jacob parlait d'organisation, mais peut-être plus que d'organisation, ça peut être aussi un changement un petit peu culturel d'aborder ces missions. Parce qu'effectivement, on va participer à des négociations. Je n'ai pas dit qu'on l'a négocié pour son client, mais on va participer très fortement aux négociations et on va devoir accepter d'être payé en très grosse partie à ce qu'on appelle au success fee. Là, les intermédiaires sur ces types de prestations, ils sont payés généralement, non pas généralement, à chaque fois, ils sont payés ce qui se fait, c'est d'être payé au pourcentage. Donc généralement, c'est 4 à 6% du prix de cession. Donc sur des clients qui vendent leur entreprise entre 1 et 2 millions d'euros, là, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire en montant d'honoraires. Alors évidemment, il y a une partie fixe d'honoraires qu'on appelle généralement le retainer, qui vont être de quelques milliers d'euros pour faire le dossier de présentation, pour aider à faire la mariée plus belle, comme disait Jacob. Et après, la grosse partie des honoraires, ça se fait au success fee. Et là, le gros avantage qu'ont les experts comptables par rapport aux intermédiaires, c'est que les intermédiaires, pour trouver leurs clients en session, ils sont obligés de taper un peu dans le vide. C'est-à-dire qu'ils ont un très gros effort commercial à faire. Ils vont faire tout un tas de emailing, ils vont faire du phoning, ils vont animer tout un tas de conférences à droite, à gauche pour aller trouver des contacts. Donc, ils ont un énorme effort commercial à faire. Et ensuite, quand ils détectent des prospects, ils ont aussi beaucoup de déchets, pour parler de façon un peu directe, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à accompagner un client. La boîte, elle ne va pas se vendre. Alors certes, ils auront récupéré le retainer, mais ils n'auront pas facturé les success fees qui sont vraiment leur modèle économique. Et pourquoi ils ont beaucoup de déchets? Parce qu'ils peuvent accepter de prendre des clients dont ils ne savent pas vraiment s'ils sont sérieux, pas sérieux, s'ils sont réellement vendeurs et s'ils ne vont pas les planter en cours de mission. Tandis que l'expert comptable, il connaît son portefeuille client, il connaît ses clients, donc il sait vers quel type de client il va pouvoir s'orienter et accepter de prendre un risque d'être accepté au success fee. Parce que accepter d'être payé au success fee, c'est accepter de prendre un risque, de consacrer du temps sur une mission qui finalement va peut-être pas se faire derrière. Donc c'est pour ça que le montant de la rémunération est élevé, parce qu'en contrepartie, il y a un risque élevé que prennent les intermédiaires de ne pas aller jusqu'au bout de la mission, ou alors d'y consacrer un temps qu'au départ n'est pas vraiment maîtrisé, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre et la durée sur laquelle ça va s'échelonner pour accompagner quelqu'un. Donc là, l'avantage des experts comptables, c'est que cette clientèle, ils l'ont dans leur portefeuille et ils sont à même de juger si effectivement ils ont des clients sérieux qui sont réellement vendeurs et si la mission a une chance d'aller jusqu'au bout. Donc là, c'est le gros avantage qu'on a sur les intermédiaires. Par contre, l'énorme point faible, c'est que bien souvent, on n'est pas identifié comme sachant faire ces missions. Et moi, je vous dis, bien souvent, en face de moi, quand j'accompagne, donc quand je suis côté acheteur et donc je vois en face de moi des cédants, ils sont accompagnés par des intermédiaires et bien souvent, je demande aux cédants, mais pourquoi n'avez-vous pas choisi votre expert comptable pour vous accompagner sur ce type de mission? Et là, on me répond, non, mon expert comptable, il ne se positionne pas
ou alors j'ai pas détecté, j'ai pas senti qu'il pouvait se positionner sur ce type de mission. Alors ensuite, donc là, je vais vous présenter un schéma, si ça veut bien dérouler. Donc, ce que j'ai mis, hein, c'est en parallèle la démarche du repreneur, la démarche du cédant. Je ne vous commenterai pas tout, rassurez-vous. Hein. Simplement, je mets toujours ça parce que on l'évoquait tout à l'heure, mais accompagner un cédant, c'est d'abord se placer dans de l'anticipation et dans de la stratégie et voir les différentes démarches qu'on va avoir à mener. Donc, en haut de la liste, j'ai mis ce qui a été abordé par Jacob. Hein, c'est évidemment l'optimisation, la préparation sur le plan fiscal et patrimonial. Et ensuite, j'ai mis les autres champs d'intervention possibles. Donc, quand on est dans la colonne démarche du cédant. Et là, si on rentre un tout petit peu dans le détail, et là où moi je vois que souvent l'expert comptable est un peu moins présent, c'est déjà dans la phase d'évaluation. Alors, évaluation, c'est pas une simple évaluation qu'on fait, c'est vraiment une. Là, quand on commence à évaluer, on commence à avoir en ligne de mire la LOI, enfin, c'est-à-dire la lettre d'intention qui va être attendue de la part d'un acheteur. Alors, juste ce que j'aurais dû dire en introduction et je m'en rends compte maintenant, c'est que moi, l'expérience que je sais partager avec vous, c'est l'expérience de transmission de PME qui font grosso modo entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord ? Donc, c'est ma clientèle. Hein. Je suis expert comptable. J'ai un cabinet d'une dizaine de personnes. Dans les boîtes à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, leur transmission, je ne saurais pas vous en parler. Par contre, moi, ce dont je sais vous parler, c'est les entreprises qui font grosso modo entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, évaluer. Là, surtout, je sais qu'on vous le dit fréquemment, et notamment le comité transmission à travers ces présentations, mais je pourrais qu'appuyer sur ce qui est dit. C'est évaluer, c'est pas prendre un logiciel, transférer les chiffres de la compta vers le logiciel, rentrer 2 ou 3 données en taux d'actualisation et en pourcentage de chiffre d'affaires pour évaluer le fonds de commerce, comme le font 1 ou 2 logiciels assez connus dans la profession, et puis qu'après, en conclusion, on vous dit, tiens, voilà, en fonction de 10 méthodes différentes, et puis on fait une moyenne, et voilà combien vaut la boîte. Ça, c'est une catastrophe absolue. Quand moi, j'ai un cédant qui a fait ça, enfin son conseil qui a fait ça, on court à la catastrophe. Souvent, j'entends dire, ah ouais, puis une boîte, ça vaut ce que quelqu'un elle est prête à payer. Donc, regardez, on vous a fait 10 méthodes différentes, on fait une moyenne, puis ça doit bien être quelque part. Voilà, il n'y a peut-être pas de valeur absolue en évaluation, mais à un moment donné, évaluer, ce que je sais, c'est que évaluer, c'est évaluer ce que peut valoir la boîte dans un contexte de marché, c'est-à-dire j'ai un acheteur, j'ai un vendeur, qu'est-ce que l'acheteur il est prêt à payer, qu'est-ce que le vendeur il est prêt à accepter, et surtout, qu'est-ce qu'une banque elle est prête à financer. C'est un ménage à 3 dans lequel, pour la plupart des dossiers, on ne peut pas déconnecter l'évaluation du montage financier et du financement possible. Ce que ne font pas ces différents logiciels que je viens d'évoquer, parce que bien souvent, ils vont donner une valeur technique et pas une valeur de marché. Et une valeur de marché, là, ce que j'ai mis dans le tableau, alors je n'ai pas la main sur, ah si, j'ai la main sur la souris, je mets évaluer et construire une proposition. Construire une proposition, ça veut dire que quand on accompagne son client, on ne va pas simplement lui dire, tiens, votre boîte, elle peut être vendue à 100, mais on va lui dire, voilà dans une lettre d'intention ce que vous devriez vouloir en termes d'accompagnement, en termes des membres de la famille, on les garde pas. Tiens, si vous voulez garder vos locaux, on peut peut-être faire ça et en contrepartie, il y aura une incidence sur le prix de vente. Donc, c'est vraiment évalué dans un contexte de cession. On l'a dit tout à l'heure, hein, il y a des formations qui sont faites et elles sont nombreuses à l'ASFOREF. Je vous en ai mis une liste en annexe, hein, vous verrez, l'ASFOREF s'en occupe très bien. Ensuite, toujours pour descendre, et à la limite, pour l'illustrer, je peux peut-être effectivement, voilà, donc ça, je passe très rapidement là-dessus, hein, vous verrez, vous aurez le… Mais évaluer, c'est vraiment construire le package qui va être demandé au repreneur. Je passe très rapidement volontairement parce que je viens d'évoquer tout ça, et après, vous aurez le support. Et évaluer, c'est aussi bien connaître les mécanismes de transmission, de qu'est-ce que c'est qu'un complément de prix, qu'est-ce que c'est qu'un crédit vendeur, rentrer dans des problématiques d'ingénierie financière avec peut-être un cédant auquel on va demander d'être au capital de la société. Voilà, donc ça je passe aussi, hein, c'était un peu de pub pour l'ASFOREF.
Et faites très attention toujours à l'utilisation de ces logiciels parce qu'il faut bien savoir que le calculatoire, c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne de l'évaluation et qu'avant, il faut vraiment faire un diagnostic complet. Donc, alors, voilà. Bon, ça, je détaillerai pas trop. Ce que je dis, c'est soyons pédagogues, maîtrisons bien certaines notions. Donc ça, c'était toujours un peu de pub pour la SFOREF. Je passe rapidement, c'est volontaire parce je viens de l'évoquer. Ensuite, là où l'expert comptable peut être présent, c'est pour définir avec son client le profil d'acquéreur vers lequel on va se tourner. Personne morale, personne physique, concurrent, partenaire, et quelle est la surface financière du partenaire. Alors attention, et là encore, faut se former, faut s'informer. N'ayez pas de raisonnement tout fait sur, quand vous accompagnez un cédant, sur le pourcentage d'apport que doit avoir un acheteur quand il s'intéresse à un dossier. Ce qui compte, c'est pas le pourcentage d'apport, c'est la capacité de la cible à rembourser. Moi, je vois des dossiers qui passent où globalement, on va être entre 15 à 25% d'apport de la part des acheteurs. Donc surtout, méfiez-vous des idées toutes faites sur les pourcentages d'apport que je ne citerai pas, mais qu'on entend très régulièrement, parce que ce qu'il faut voir, c'est est-ce que la cible aura la capacité à rembourser l'emprunt qui va être contracté dans un cadre de LBO. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, dans la surface financière de l'acquéreur, là aussi, formez-vous, informez-vous sur tous les modes de financement qui sont liés, qui sont fléchés pour la transmission d'entreprise, les modes de financement d'une part et les modes de contre-garantie, et notamment avec BPI. Donc, il y a des modes de financement spécifiques et si on ne les connaît pas, quand on accompagne son client cédant, eh ben, on peut avoir des a priori sur une surface attendue financière de son acquéreur et finalement passer à côté d'acquéreurs potentiels qui pourraient être intéressants. Voilà. Donc là, c'était pas la pub pour BPI, mais c'était voilà, il y a des mécanismes de financement, de contre-garantie. Et en ce moment, moi, ce que je vois, c'est que les dossiers, ils se financent et ils continuent à bien se financer en transmission d'entreprise. Donc, il ne faut surtout pas avoir de messages anxiogènes auprès de nos clients sur le financement des missions d'entreprise. Ensuite, là où je vois que les experts comptables sont également beaucoup moins présents, c'est dans tout ce qui est recherche d'acquéreurs. Recherche d'acquéreurs, nous, ça nous arrive régulièrement de le faire pour nos clients cédants. Et en fait, c'est assez simple, hein, mais là encore, c'est une organisation, c'est une culture, c'est un état d'esprit. La recherche d'acquéreurs, ça se fait d'abord, évidemment, on est dans la discrétion, évidemment, on est dans la confidentialité. Hein, il ne s'agit pas de donner le nom de l'entreprise, mais on peut faire des recherches d'acquéreurs de façon extrêmement confidentielle, ou dans un premier temps, on peut être amené à contacter des acquéreurs potentiels dont nos clients cédants vont nous donner les noms. Et on va les contacter sans donner le nom de l'entreprise, mais on va essayer de trouver leurs coordonnées. Enfin bref, on va les contacter. Donc ça, c'est ce que j'appelle la recherche active. Toujours dans la recherche active, on va activer son réseau de partenaires parce que quand on commence à faire quelques dossiers, on est en contact avec des banques d'affaires, des conseils acheteurs, donc on va faire circuler le dossier. Mais là encore, on peut le faire circuler au départ de façon anonyme à travers ce qu'on appelle un teaser. Le teaser, c'est un document d'une page, d'une demi-page, dans laquelle on met les très grandes caractéristiques du dossier et qu'on va envoyer effectivement à ce qu'on va appeler un premier cercle d'acheteurs ou de représentants d'acheteurs potentiellement intéressés, ou en tout cas qui sont susceptibles de l'être. Et après, il y a ce que je mets, la recherche passive. Les recherches passives, ce qui n'est pas si passif que ça, mais où là, on va passer des annonces. Les annonces, il y a Fusac, qui est un des sites les plus connus, il y a les sites des chambres de commerce, il y a le CRA et point de suspension. Donc, rechercher des acquéreurs, c'est une technique, mais plus que la technique, c'est plus une sorte de savoir-faire et de savoir-être, et que la plupart des experts comptables sont tout à fait compétents pour aller vers ce type de mission. Et là, c'est souvent le gros de la recherche, c'est le gros du boulot, c'est la recherche d'acquéreurs, mais pour que ça soit pertinent, il faut avoir bien défini l'acquéreur. Ensuite, l'assistance à la négociation. Et là encore, je passe volontairement assez rapidement sur le sujet. Hein. Vous avez bien compris, l'idée aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans le détail de chacune des phases, mais de voir globalement en quoi l'expert comptable peut être vraiment très bien positionné pour intervenir sur ces dossiers.
la LOI, la lettre d'intention, on a souvent trop tendance à laisser ça directement aux avocats. Moi, quand j'interviens sur ces dossiers, je la rédige pas, la lettre d'intention, parce que je préfère que ça soit l'avocat, parce qu'après, comme l'avocat va au protocole et que c'est lui qui rédige le protocole, je préfère que ça soit lui qui fasse la lettre d'intention. Bon, mais une lettre d'intention, il y a une partie financière, il y a une partie juridique. Donc, il faut que ça soit un travail à 4 mains avec l'avocat, mais il ne faut pas laisser l'avocat prendre la main sur la partie financière. Parce que moi, je le vois, bien souvent, il y a des avocats, ils ont leur canevas tout fait pour les parties financières et qui ne correspond pas forcément à la réalité de ce qu'on attend et de ce qu'on a défini pour son client. Donc, un travail à 4 mains, moi, je le vois toujours comme, la lettre d'intention, je la vois toujours comme un travail à 4 mains qui est fait entre l'avocat et l'expert comptable et que ça ne doit pas partir ou que ça ne doit pas être accepté sans qu'il y ait eu l'aval de l'expert comptable. Donc là, faut pas se dire, tiens, c'est juridique, on laisse l'avocat prendre la main dessus, c'est entièrement faux. Si tu permets, Alexandre, juste, je mets un petit point d'attention sur cette lettre, enfin, comme son nom l'indique, lettre d'intention, c'est une phase clé. C'est-à-dire que si on arrive à se positionner, à intervenir à ce moment-là, on arrivera à maîtriser tout le projet jusqu'au bout. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Alors simplement, c'est ce que je mettais dans la slide précédente, c'est même pas à la lettre d'intention qu'il faut être là, c'est avant. Parce qu'en fait, la lettre d'intention, c'est le résultat d'une négociation. Et là, il y a ce débat toujours, est-ce qu'on donne beaucoup, pas beaucoup d'informations, quel niveau d'information on donne aux acheteurs potentiels avant la lettre d'intention. Moi, je suis toujours partisan de donner quand même pas mal d'informations aux acheteurs potentiels avant la lettre d'intention. Comme ça leur permet de faire une lettre d'intention qui soit vraiment faite en connaissance de cause et sur laquelle ils ont le moins possible à revenir quand ensuite on va vers le protocole. Parce que donner très très peu d'informations à un acquéreur potentiel et se dire on lui donnera le reste des informations après la LOI, le problème c'est quoi? C'est que là, l'acheteur, l'acquéreur, une fois que la lettre d'intention sera signée, et là, il sera tout à fait en droit de dire attendez, j'ai pas eu assez d'informations avant, je les ai maintenant. Donc là, la proposition que je vous ai faite, il va falloir la renégocier de façon assez sévère. Et là, le problème, c'est quoi? C'est que quand une fois qu'on a signé la LOI, on rentre en exclusivité pendant 2 à 3 mois, enfin une période restant à définir. Et ce qui fait que là, si la lettre d'intention a été signée avec trop peu d'informations, on se retrouve avec un cédant qui après est scotché avec un repreneur pendant 2 ou 3 mois sans pouvoir aller vers d'autres acquéreurs potentiels. Donc là, il faut faire extrêmement attention. Et en fait, c'est dès le début du process qu'on est présent. Et la lettre d'intention, c'est un des moments qui effectivement formalise cette présence. Mais la lettre d'intention, elle est venue après le reste du process où on a identifié, on a fait la valo, on a fait le dossier de présentation, on a identifié l'acquéreur potentiel, on a été rechercher un acquéreur potentiel et ensuite on va là assister notre client pendant les différentes phases de négociation et négociations qui vont se traduire aussi bien par la lettre d'intention d'une part qu'ensuite quand on va vers tout ce qui est protocole et GAP, contre-garantie de la GAP et autres. Donc voilà, donc là, on est vraiment sur une chaîne globale d'intervention et ce que facturent les intermédiaires, c'est toute cette chaîne d'intervention qui va de la valo à l'assistance à la négo en passant par la recherche d'acquéreurs. Ce que font finalement assez peu d'experts comptables. Alors, je vois une question, est-ce qu'on peut demander, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la LOI, on peut tout demander. La LOI, ça traduit le résultat d'une négo. Donc, moi, ce que je dis toujours à mes clients, il faut demander tout ce qui est dans votre intérêt et puis après, on voit ce qui va ressortir à l'issue de la négociation. Bon, les indemnités d'IMO, franchement, je les vois assez peu. Alors, c'est vrai que j'aurais dû préciser, moi souvent j'interviens plus dans des sessions de titres que de sessions de fonds de commerce. Et dans les sessions de titres, j'en vois assez peu. Mais ça, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on veut accompagner son client de façon efficace, il faut d'abord avoir avec lui qu'est-ce qu'il souhaite. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on veut voir apparaître dans une LOI? On le fait savoir à son acquéreur potentiel. Après, lui, il va prendre, il va pas prendre.
on va voir les différentes lettres d'intention qui sont faites et après, on va voir effectivement qu'est-ce qu'on fait. Mais oui, on peut tout demander et après, il y a beaucoup de choses qui peuvent être incluses dedans. Voilà. Alors, je vous passe là encore parce qu'on l'a évoqué, mais voilà. Donc, vous verrez en fait, l'idée, c'est que la présentation qu'on est en train de faire là traduise un peu plus dans le détail ce qu'on vient de se dire. Et ce qu'on a fait là, j'ai volontairement mis un extrait de lettre de mission pour vous montrer que ces pistes à explorer, ces sujets sur lesquels l'expert comptable est, je le vois moi, un peu moins souvent présent aux côtés de son client, ils sont prévus. Là, j'ai mis un modèle, un extrait de modèle de lettre de mission qui est sur le site de l'ordre. Donc, j'ai pas été chercher un modèle qu'on a chez nous, mais on s'est inspiré de ce modèle-là, nous, quand on fait nos lettres de mission. Là, il y a bien marqué, je passe dans les pistes à explorer, mais on a bien marqué la dossier de présentation, stratégie de recherche de repreneur. Alors là, je vois un petit peu moins parce que moi j'ai l'écran, mais effectivement, on a diffusion de l'offre, présentation, à participation aux négociations. Donc tout le boulot que font, moi je vois généralement les intermédiaires, on le voit bien, c'est prévu par l'ordre des experts comptables, il y a une mission qui est prévue pour, et maintenant on peut être payé au success fee comme le font les intermédiaires. Et je le rappelle, c'est des missions qui sont payées aux alentours, je schématise beaucoup, de 5% du prix de vente. Et là, je vous ai mis, avant qu'on passe à l'intro, vous verrez, c'est en annexe, voilà les différents endroits, les différentes formations. Alors moi, évidemment, c'est pas que j'ai voulu être chauvin, mais j'ai principalement axé sur les formations de l'AS4F, bien sûr. Et puis, toujours pour passer à l'acte, il y a des organismes comme la Chambre de commerce, comme le CRA, comme Transfert, comme un magazine, enfin bref, c'est pas mal d'assister à leurs conférences, d'aller voir sur leur site internet. Ça permet de se donner une culture en site de transmission d'entreprise parce que moi, je vois bien tous ces intermédiaires qui interviennent sur ces missions. Ils n'ont pas forcément une grande technicité. Moi, je suis assez effaré. C'est souvent sur le plan technique, ils sont. Alors, je généralise, mais enfin voilà, ils sont en tout cas pas meilleurs que beaucoup d'experts comptables sur la partie technique, mais n'empêche, ils ont les dossiers. Ils ont les dossiers parce qu'ils connaissent bien ils connaissent bien cet environnement de la transmission d'entreprise. Alors, je suis désolé pour les slides. Je reviens un tout petit peu en arrière avant de laisser la parole à Jacob pour la conclusion. Donc, ce que je vois, moi, c'est que pour cette partie qui est plus la partie d'accompagnement opérationnel, les experts comptables ont à la fois toute la légitimité pour y aller, pour accompagner leurs clients de A à Z sur cette partie opérationnelle. Après, c'est plus une question à la fois de culture à avoir où on va passer à la fois d'un mode traditionnel de mission à des missions de conseil, où on va accepter d'accompagner ses clients dans une négo et faire des recherches d'acquéreurs. Mais après tout, il y a beaucoup d'experts comptables qui font des missions de recrutement pour leurs clients. Donc, pourquoi n'irait-il pas sur des missions de recherche d'acquéreurs? Et après, effectivement, ça demande de l'organisation en interne et un peu de formation d'une part, mais pas tant de formation technique que ça, mais plus effectivement de l'information pour rentrer un peu dans la culture de ce monde de la transmission d'entreprise, qui est un petit monde où on voit souvent les mêmes intervenants et où voilà, faut rentrer dedans. Donc voilà pour cette partie. Bon, je vois qu'on n'a pas eu beaucoup de messages en chat. Vous avez nos coordonnées, où vous pourrez les trouver assez facilement à Jacob et moi. Donc, n'hésitez pas, même hors webinaire, à nous solliciter sur ce sujet. C'est vraiment avec très, très grand plaisir qu'on vous répondra. Alors, maintenant, Jacob, je te laisse pour la conclusion. Oui. Merci. Alors, juste avant la conclusion, j'ai vu une question passer sur la première partie fiscale. Ou est-ce qu'on pouvait, s'il y avait l'homme et la femme qui étaient dans l'affaire et au niveau de la transmission, est-ce qu'il fallait faire un pacte ou deux pactes? Un pacte suffit. Voilà. Sinon,
Alors donc effectivement, donc ce sujet finalement qui revient à traiter, bien comment développer nos missions et des missions donc d'accompagnement lorsque le cédant va céder, enfin lorsque le client va céder ou transmettre son entreprise. Alors donc le champ d'intervention il est assez vaste puisque effectivement comme l'a décrit Alexandre, il y a plusieurs phases d'intervention. Alors, il y a, si on résume de façon très synthétique, un champ d'intervention traditionnel fiscal patrimonial, et puis la partie phase opérationnelle avec toutes les missions d'évaluation, d'accompagnement. Je dirais qu'en fait, moi, de mon côté, lorsque je présente aux clients une sorte de mission ou l'offre que je présente, généralement, il y a 6 points sur lesquels on peut l'accompagner ou pas forcément tout seul, parce qu'on n'est pas forcément bon dans tous les domaines, mais en tout cas, on peut mener et gérer l'ensemble du projet, et dans certains cas, faire appel à des spécialistes. La première mission, c'est qu'effectivement, celle qui est en amont, c'est de déceler, de détecter, de le sensibiliser. Et du coup, il va falloir, comme je disais tout à l'heure, préparer la mariée. Donc, dans ces cas-là, il y a du conseil en organisation, en restructuration avant la cession. Ensuite, il y a la partie fiscale patrimoniale. Et là, c'est un petit peu différent. L'approche est différente, ça va aller plus vite. Ensuite, il y a la partie évaluation d'entreprise. Donc là aussi, donc il y aura des nuances entre la cession et la transmission. Dans la transmission, la partie évaluation va aller beaucoup plus vite parce qu'on va généralement opter pour des missions des barèmes fiscaux. Donc là, je dirais qu'on n'aura pas forcément besoin d'aller. Jacob, excuse-moi Ouais, juste de te couper. ouais. Enfin, non, en évaluation, quand on accompagne des clients et qu'on est sur des titres, nous, on ne prend jamais, surtout pas les barèmes fiscaux. Et alors peut-être que tu voulais parler de certains fonds de commerce, hein, donc je me Oui, permets pour certains fonds de d'apporter cette commerce où précision. de toute façon, Voilà, effectivement, donc pour les fonds de commerce, on les va peut-être choix, aller vers des barèmes fiscaux. Par contre, c'est pour ça. les titres, ne Non, non, surtout ah pas non, aller pour vers les les barèmes titres de fiscaux, hein. société, non, mais c'est clair, c'est clair. Non, de toute façon, les barèmes fiscaux n'existent pas réellement pour des titres. Ils existent surtout pour les fonds de commerce. Donc, mais souvent, on va dire quand on a affaire à une TPE, où il existe des barèmes fiscaux pour simplifier, on va dire, la mission, puisque le dirigeant va être plus focalisé sur toute la partie transmission à sa famille, à ses enfants. Et là, il ne s'agit pas de passer du temps à chercher les méthodes qui vont bien ou qui sont bien adaptées au marché. Voilà. Ensuite, la rédaction ou revue des actes juridiques. Donc ça, c'est un duo avec l'avocat. Et comme je disais tout à l'heure, la lettre d'intention qui est la première phase, on va dire, qui engage un petit peu le dirigeant. Et qui résume finalement tout le process, parce que là, forcément, pour bien rédiger une lettre d'intention, il faudra passer par toutes les phases préalables et se mettre d'accord avec le repreneur. Et ensuite, recherche, comme l'a signalé Alexandre, recherche du repreneur que l'on peut faire seul ou avec l'aide d'un partenaire. Il y a des sociétés qui sont spécialisées. Donc, c'est vrai que si on a les moyens, on peut tenter déjà de faire tout seul, mais si on n'arrive pas, on peut faire appel aussi à un partenaire. Et la dernière phase d'aide à la négociation, qui est là la partie, je dirais, d'expérience la plus appréciée par le client. Voilà. Ensuite, donc le succès de ces missions, il dépend évidemment de l'organisation de cabinet, sinon on ne serait pas capable de céder, enfin d'accompagner un cédant, et de la formation de soi-même en tant qu'expert comptable ou associé, et des collaborateurs qui vont nous accompagner. L'autre point, c'est évident, à tous les niveaux, au niveau fiscal, au niveau accompagnement, il faut forcément anticiper ces projets
Donc, c'est un projet qui doit commencer, je dirais, quasiment 2 ans avant l'acte de cession, si on veut, mais au minimum 1 an. Et je pense que pour la partie transmission, comme je précisais tout à l'heure, s'il est fait avant 70 ans, au niveau de la PAC du trait est fait avant 70 ans, il y a plus d'avantages, donc on va payer encore moins d'impôts. S'il est fait après, eh bien, ça va pas, on va pas exploiter à fond les avantages fiscaux. Voilà, merci de votre écoute. Et si vous avez des questions, nous pourrons répondre par la suite. Merci à tous.